Donc, merci à tous d'être là. Ça fait plaisir d'être en si grand nombre. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous voyez bien mon écran? C'est bon? Vous pouvez faire oui de la tête. Je vous vois tous, ou presque. Ok, parfait. Yes. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de quelques nouveautés qui sont un peu liées aussi aux conditions de l'été, c'est-à-dire la chaleur. Fait qu'on sait qu'il fait chaud. Au Québec, on a déjà eu chaud. En France, vous avez déjà eu chaud. Je sais qu'il y en a qui sont dans d'autres pays aussi. Je pense que tout le monde a chaud. Et je vais pas pouvoir vous rassurer là-dessus parce que il va faire de plus en plus chaud. Fait que malheureusement, euh, je vais pas vous mettre le blues d'entrée de jeu avec cette présentation, mais voilà, c'est le cas. En 2022, 2021, il a fait toujours plus chaud. Fait en 2023, apparemment, c'est à peu près le même scénario qui va se répéter. Fait que c'est pas si grave. Et si on le voit positivement, il y a des études qui montrent que les effets de la chaleur peuvent ressembler aussi aux effets de l'altitude. Fait qu'on peut avoir des adaptations physiologiques intéressantes grâce à la chaleur, mais c'est à double tranchant, comme l'altitude. Il y en a qui reviennent de l'altitude complètement brûlés, parce que ce qui a un potentiel de nous faire beaucoup progresser, c'est un potentiel de nous faire surentraîner aussi. Fait qu'il faut juste faire attention à ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis là pour vous. Enfin, on est là parce qu'il y a Eddie, il y a Francis. Je pense qu'est-ce que Honorine est là? J'ai pas vu tout le monde, mais je pense que oui, en principe. Il y a même Aurélien. Salut Aurélien. Fait que on va être là pour vous Salut. proposer des salut. Ouais, pour vous proposer de nouvelles solutions. Fait que pardon. Fait que une étude vraiment intéressante qui est parue il y a peut-être une dizaine d'années là sur qu'est-ce qui impacte le plus les performances? Puis ils ont regardé plein d'affaires. Ils ont regardé la température, l'humidité, beaucoup de la pression atmosphérique, la pollution. Fait que, bref, super intéressant comme étude. Ce qu'ils ont vu globalement, sans rentrer dans les détails, c'est que les facteurs qui influencent le plus la performance, c'est la température en premier, puis l'humidité. Puis c'est quand même important comme influence, ok? Fait que la conclusion, elle est là, c'est assez straightforward. La température ambiante, c'est ce qui impacte le plus. Donc là, c'était sur le marathon, mais évidemment, c'est le cas sur tout. Je vous dirais que sur le marathon, je pense que c'est encore plus vrai parce qu'il y a un facteur juste d'endurance et de dérive cardiaque qui est peut-être plus présent sur les courtes distances. Donc, je pense que les marathoniens, puis semi-marathon aussi, il faut faire encore plus attention à ça. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, vous voyez que les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Donc, ce que vous voyez en abscisse, c'est la température. Donc, 0, c'est froid, 30, c'est chaud. Puis là, c'est la vitesse. Okay? Fait que si on regarde au sommet de la courbe, c'est à peu près là où les gens feront leur plus belle performance. Et pour les hommes, pour les femmes, pardon, on dirait que c'est à peu près autour de 10 degrés. Okay? Si on regarde du côté des hommes, je pense que c'est un petit peu plus faible. C'est un petit peu moins clair aussi, mais on dirait que c'est plus entre 5 et 8 degrés qu'on a les meilleures performances. Donc ça, c'est quand même à noter qu'il y a une différence entre hommes et femmes. Puis pour ceux qui sont en couple et qui se sont déjà chicanés à propos de la clim ou du radiateur, c'est normal. C'est aussi que les hommes et les femmes, ils ont des températures différentes là pour être confortables. Fait que c'est important à savoir. Fait que c'est un autre graphique de la même étude. Donc withdrawal, c'est les abandons. Donc là, c'était le nombre d'abandons sur les marathons qui avaient été sélectionnés dans l'étude. Donc il y avait les plus gros majors en fait. Et on voit que là où il y a le plus d'abandons, c'est quand il fait soit beaucoup plus chaud, soit beaucoup plus froid. Okay? Puis on voit que là où il y en a le moins, c'est quand les températures sont assez idéales. Fait qu'il y a, il y a il y a un article de blog super intéressant de Outside Online qui avait été écrit sur en gros quel chrono, quel temps on perd en fonction de la température. Fait que c'est en miles. Donc je voulais un peu convertir en kilomètres là, sinon c'est un peu compliqué à lire. Mais en gros, ce qu'il disait, c'est que la température optimale, c'est à peu près 15 degrés. Fait que c'est bon, c'est bon à savoir. Très souvent, il y a des gens qui disent, oh, 20, 21, 22, c'est vraiment bien pour performer. La vérité, c'est que c'est vraiment pas optimal. Puis, la plupart des records se sont faits dans des températures plus entre 10 et 15. Fait que dans cette étude, il montre qu'en fait, les coureurs rapides, on va dire entre guillemets, puis les coureurs moins rapides, sont pas affectés de la même façon en fonction de la température. On peut voir que les coureurs plus rapides, donc ceux, mettons, qui avaient une moyenne de 3,36 par kilomètre sur le marathon, eux, ils perdaient 0,6 secondes par kilomètre tous les 1 degré d'augmentation. OK? Fait que c'est à peu près ça la règle, puis vous pouvez vous le noter si vous voulez. Pour les coureurs moins rapides, mais tu sais, ça reste rapide, là, 4,36 jusqu'à 6,30, c'était entre 2,5 et 2,8 secondes par kilomètre pour chaque degré qui augmentait. Voilà.
Est-ce que ça vous surprend, ces chiffres ou pas trop? Avec la température de référence à 15 degrés, du coup? Ouais, je pense que c'est la Ça. température de référence de 15. Ok. C'était Donc, mars. ça passait à 16 degrés, tu perdais 0,6 secondes C'est par ça, kilomètre sur ton marathon, quoi. Ok. exact. Ah ouais, Ce qui est quand même c'est quand beaucoup même. par Ah ouais. kilomètre. Ouais. Fait que si tu regardes sur 42 km, une seconde, bah, c'est presque une minute. 2 secondes, c'est presque 2 minutes, 1 minute 30. Fait que ça va très vite, là. Donc 10 degrés, tu te manges presque 10 minutes. Bah, même potentiellement plus, en fait. Fait que c'est énorme. J'ai pas vu l'étude, Maxime, mais ils ont pris en compte le fait que plus les personnes courent lentement, plus ils vont passer du temps avec des hautes températures. C'est une très bonne question. Je te dirais que ça doit être pris en compte parce qu'à mon avis, les analyses qu'ils ont faites, c'est des analyses d'observation sur des marathons qui se sont passés. Fait que logiquement, ça, c'est des données, c'est pas des données théoriques, c'est des données qu'ils ont eues sur le terrain et forcément que sur le terrain, les gens qui courent plus longtemps sous le soleil. Donc, à mon avis, ces données-là, elles le prennent en compte. Mais c'est une super bonne remarque. Puis, je rebondis là-dessus parce que j'étais au marathon d'Ottawa juste pour encourager il y a 2 semaines. Et je pense qu'au bout d'1 heure et demie, la température, elle a comme skyrocket d'un coup, là. Quand ils sont partis, c'était comme presque frais. Puis, au 38e kilomètre, là, les gens, ils mouraient de chaud. Puis, ils devaient faire genre ressenti entre 25 et 30, là. Fait qu'on peut vite perdre. Puis ça, c'est à prendre en compte aussi. Des fois, c'est peut-être bon de faire un semi un peu plus rapide parce que vous savez que vous allez avoir un peu moins chaud et d'anticiper la baisse de régime sur la deuxième partie. Ça peut être une stratégie. L'autre truc qu'il faut peut-être l'idée qu'il faut garder aussi, c'est que c'est important de bien sélectionner sa course et ça va l'être de plus en plus. Si vous mettez 4, 5, 6 mois de prépa, que c'est super exigeant et tout, je pense que c'est quand même une bonne stratégie de ne pas prendre une course où statistiquement il va faire chaud. Moi, je conseille jamais à mes coureurs de faire Ottawa. Certains n'ont pas le choix, mais si vous avez le choix, faites pas Ottawa. Puis je sais que vous n'allez pas faire Ottawa parce que la plupart vous êtes en Europe, mais en Europe, il y a pas mal de courses où on sait qu'il peut faire chaud. Fait que c'est pour ça que la plupart des gens, ils vont dans des courses où on sait que statistiquement, il fera frais. Donc, novembre, décembre ou février, mars, avril, qui est quand même la limite. Après, il peut faire chaud. Ou alors, ça peut être un marathon un peu moins important. Donc, il y avait un indicateur aussi qui avait été utilisé, le WBGT, c'est intéressant, qui en gros évalue le risque en fonction aussi de l'humidité. Parce que souvent, on prend un peu que la température comme référence, alors qu'en vérité, on sait que l'humidité, c'est un facteur énorme. Fait qu'on voyait que, par exemple, pour une température de 24 degrés avec 50% d'humidité, le risque est modéré. Mais s'il fait, par exemple, 24 degrés avec 100% d'humidité, on a un risque élevé. Fait que je vous laisse regarder ce tableau. Vous pourrez y revenir plus tard parce que je vous le donnerai. C'est des choses à bien garder en tête, là, parce que des fois, il y a même des risques de santé, de s'entraîner à la chaleur. Finalement, hein, pour finir sur une touche positive, c'est qu'il y a des adaptations qui sont intéressantes qui découlent de. Donc là, on parle de. Je pense qu'ils disent HA, c'est Heat Acclimatation. Donc c'est en gros, vous avez une augmentation de la VO2 max, ok, du seuil, de l'économie de course, avec juste quelques semaines d'entraînement à la chaleur, donc même au-dessus de 20 degrés de façon répétée. Fait que c'est un instrument intéressant. Il faut juste faire gaffe et être malin. Fait que maintenant, on va être dans le plus pragmatique de qu'est-ce que ça change concrètement pour vous et sur Nolio. Fait que ça, vous connaissez déjà, c'est les 4 zones de fréquence cardiaque. Fait que j'aime bien utiliser 4 zones parce que c'est assez simple à lire. Je sais que beaucoup de gens utilisent 5, 6, 7 zones. Personnellement, j'aime bien ce modèle-là, mais je vais peut-être être amené à le changer. Fait que je vais vous en parler juste après. Fait que ça, c'est la référence que vous voyez en bas de pourquoi j'utilise ça. Euh, c'est une référence tirée d'une étude norvégienne. Les Norvégiens sont très productifs sur les études scientifiques. Ça, c'est un exemple aussi de pourquoi les fréquences cardiaques, c'est utile pour le coaching à distance. Fait que nous, on vous voit pas, on vous connaît comme on vous connaît, c'est-à-dire beaucoup en discutant, mais on vous voit pas courir. Et des fois, il y a une différence entre ce que vous nous dites, puis c'est normal, là, et entre ce qui se passe vraiment sur le terrain. Puis on est tous comme ça, tu sais. Puis souvent, il y a aussi un temps de latence que quand on a fait son entraînement, c'est très difficile. Puis le cerveau est assez bien fait, il a une capacité d'oubli qui est assez intéressante. Et souvent, c'est pour ça qu'après une course, on va dire ah, j'aurais pu tellement plus pousser. La vérité, c'est que quand on est dans la course, on n'aurait pas vraiment plus poussé. Fait que je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais j'ai déjà vécu plusieurs fois. Je vous donne un exemple. Là, 6 km tempo, c'est un athlète, Pierre. Je sais pas s'il est là, Pierre. Je pense pas. Pierre, il est en Italie maintenant. Si, je suis là. T'es là, Pierre? Parce que Ouais. je vois pas tout le monde. Il y a tellement de gens. OK. Fait que je t'ai pris un exemple. J'espère que tu es correct avec ça. Ouais, pas de problème. Okay. Fait que Pierre, il a fait un 6 km tempo. Fait que je prends cet exemple pour vous dire comment j'aborde les données cardiaques. Fait que moi, le premier truc que je regarde, c'est
combien il a passé en zone verte, combien il a passé en zone jaune, combien il a passé en zone orange. Sur un 6K tempo, donc le tempo, on s'entend que ça veut rien dire. Donc là, la consigne, c'était de courir autour de l'allure de 10 km. Okay, donc c'était une séance cote 9, ce qui est très rare dans l'entraînement. C'est la J-10 avant un gros 10 km pour piquer un peu. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait cette séance. Elle fait assez mal, mais elle met en confiance. Fait que moi, ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'il était plutôt dans un effort seuil, c'est-à-dire jaune, ou est-ce qu'il était dans un effort orange? Là, on s'attendait à ce qu'il y ait un peu de jaune et beaucoup de orange, ok? Parce qu'il dépasse son seuil 2. Le seuil 2, c'est à peu près l'allure semi. Là, on visait de l'allure 10, donc on est au-dessus, ok? Fait que moi, direct, d'un coup d'œil, je peux dire, oh, Pierre, il a quand même bien travaillé. Il a 15 minutes d'effort en zone orange. Ça me semble être une bonne chose, ok? Après, moi, j'aime bien regarder ça. Je pense que les autres coachs, pareil. C'est le premier truc qu'on va regarder, donc ça fait du sens. Hein. Au début, c'est vert, ça monte très vite en seuil. Et dès je pense, c'est dur à dire, mais au bout de 2 km d'effort, on est déjà dans l'orange. Okay, mais on n'a pas de rouge non plus. Donc, on n'en veut pas. Un autre exemple avec Loïc, où ça s'était un peu moins bien passé, puis pour le coup, c'était un peu ma faute parce que j'aurais dû le voir plus tôt. Loïc, c'était en réhab et je n'avais pas réalisé à quel point il avait beaucoup d'efforts seuil, alors que ça devait être des efforts très, très faciles. Donc, en théorie, dans vos jogs faciles ou votre jog de récupération, vous devriez avoir que du vert ou pratiquement pas de jaune. Puis là, Loïc, il avait 50% de vert, 50% de jaune. Puis ça, c'est un red flag. Là. On est censé le voir très, très vite, puis on veut pas ça à l'entraînement. C'est beaucoup trop dur. Vous n'allez pas durer très longtemps si vous faites ça. Fait que vous voyez, en fait, il y avait des espèces de pics comme ça jaune. Fait que le premier truc à faire dans ce cas-là, c'est vérifier que l'instrument de mesure, il est bon. Ok, si c'est une montre qui déconne, bon, ça peut donner des fausses valeurs. Mais quand on regarde les courbes, ça a l'air de faire du sens quand même. Il n'y a pas d'aberration, en tout cas, je pense. Fait que là, Loïc, il joguait à 5,15, ce qui pour lui, à mon avis, était un peu rapide. Puis on voyait que cette tendance, elle était même encore plus accentuée sur certains jogs. Là. Par exemple, il y avait 67% de seuil, ce qui est énorme sur un effort facile. Là. Fait qu'après, on a dit, OK, en fait, Loïc, c'était simple, tu jogues beaucoup trop vite. Fait qu'on l'a fait jogger à 6,04, puis vous voyez, il est 100% dans le vert. Fait que des fois, c'est très facile la conclusion, mais il faut faire le bon diagnostic. Puis le bon diagnostic, on utilise les données cardiaques notamment pour le faire. Parce que si vous regardez la perception de l'effort, il est à 2 sur 10, mais il a 67% de seuil. Fait que vous voyez un peu le problème, c'est que des fois, la perception puis l'effort physiologique sont pas raccords nécessairement. Ouais, Shane, tu avais une question, je pense. Oui, c'est concernant le repère utilisé pour calculer les plages de fréquence. Est-ce que c'est selon la fréquence cardiaque maximale ou la fréquence de réserve? Parce que non, c'est fréquence cardiaque maximale tout le temps. D'ailleurs, sur nos lieux, je pense pas qu'on puisse faire vraiment autrement. Est-ce que tu as une question là-dessus? Oui, parce que entre deux personnes qui ont la même FCM, s'il y en a un qui a la fréquence au repos à 70 et l'autre qui l'a à 40, on n'a pas vraiment les mêmes plages. Donc, on a un écart énorme même. Ouais, je suis d'accord avec ça, mais dans les faits, j'ai jamais remarqué qu'il y avait une différence. C'est sûr que la plage est plus grande, mais ça veut pas dire que le max est... Pour moi, c'est vraiment une question de max. Puis, sur le terrain, je trouve que c'est le plus intéressant, mais ça vaudrait le coup de faire le test avec la FC de réserve. Je sais qu'il y a des écrits sur la FC de réserve, j'en ai lu quelques-uns. Personnellement, j'ai jamais été convaincu, mais si tu arrives à me convaincre avec des bons arguments, je suis toujours ouvert au changement. Là. Moi, je peux donner mon exemple personnel. Si je suis uniquement la fréquence cardiaque maximale, l'endurance fondamentale, elle est de 145. Mais si j'utilise la méthode de Karvonen, je suis à 155. Et tu vois, il y a 10 battements entre les deux. Des fois, je hésite un peu, quel modèle devrais-je utiliser? Lequel fait le plus de sens sur le terrain? En bas de 155, je suis en aisance respiratoire. Donc, pour les deux, je suis en aisance, en fait. OK. Mais à mon avis, en fait, le truc aussi qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de frontière claire entre les... Puis, Iron Newman avait fait une vidéo là-dessus, comme les seuils n'existent pas, mais ce qu'il voulait vraiment dire avec cette vidéo, je pense, c'est que il n'y a pas dans le corps un moment où tout va changer d'un coup radicalement. On est obligé d'utiliser des intervalles parce qu'on veut catégoriser les zones cardiaques. Mais dans la réalité, c'est continu du 0 à la fin, là. Du 40 ou du 70 à la fin. Je pense que c'est des choses qu'il faut essayer et voir. C'est pas Je pense que quand on ne sait pas, je pense qu'il vaut mieux prendre la plus basse tout le temps. Parce que les zones cardiaques que j'utilise, elles vont jusqu'au début du SV1. OK? Mais en théorie, vous ne devriez jamais être au SV1 dans votre jog. Là. Fait que mieux, c'est pour ça que je préfère aussi cette méthode. Désolé si je me coupe, c'est juste qu'il faut que j'accepte les personnes.
dans le call. Est-ce que ça répond à ta question, Chine? On pourra en reparler. Je peux aller me renseigner un peu plus sur la fréquence de réserve, mais je t'avoue qu'elle n'est pas très utilisée sur le terrain. Est-ce que c'est parce qu'elle est trop compliquée? Est-ce que c'est parce que théoriquement elle est pas bonne? Faudrait que j'aille lire plus là-dessus, honnêtement. Ok. Fait que Ça se calcule comment la fréquence max? C'est ta pointe max sur un entraînement donné ou il faut avoir un temps assez significatif? Du style pendant 5-6 ouais. Je te dirais que le mieux, c'est de faire un effort qui est VO2 max, c'est-à-dire un 3000, un 5000 et tu kicks dans le dernier 400. C'est vraiment là où tu vas les avoir. Après, s'il fait très chaud, tu peux atteindre ta FC max assez facilement à l'entraînement. Tu peux aussi atteindre ta fréquence max très facilement en retour de forme. Après 2 semaines de pause, tu vas faire un intervalle, tu vas voir que ta fréquence, elle va très vite monter. Fait que c'est toutes des. Personnellement, moi, ce que j'ai fait, c'est un test en laboratoire, mais au final, mon test en laboratoire, il a pratiquement rien changé. Je pensais que c'était 177 et en fait, c'était 178. Bon, voilà, ça change rien, quoi. Mais en fait, si tu t'entraînes pendant des mois et que tu utilises toujours la fréquence cardiaque, c'est sûr qu'à un moment, tu vas l'atteindre. Enfin, normalement. Soit sur une course, ouais, on préfère que ce soit sur une course, ou sur un entraînement très difficile, dans des conditions difficiles. Mais c'est important d'être sûr. Puis, il y en a des fois, ils utilisent la méthode là, 220 moins l'âge, mais sérieusement, ça, c'est vraiment acheté à la poubelle. Là. Ça marche vraiment pas. C'est une moyenne, c'est quelque chose qui marche pour un individu en moyenne. Donc, il suffit que vous n'êtes pas dans la moyenne, puis ça marche pas. Puis, je suis pas mal sûr que les coureurs sont pas nécessairement dans la moyenne. Fait bref, je n'utiliserai vraiment pas ça. Mais du coup, on est d'accord, Max, que tu ajustes les pourcentages de FC max en fonction des coureurs pour les différentes zones. Parce que là, par exemple, je prends typiquement ton exemple de 178, je pense qu'on est à peu près pareil en termes de max. Oui. Mais en termes de SV1, enfin LT1 ou LT2, SV2, on est complètement différents, quoi. Oui, mais on est pareil au niveau des pourcentages. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais. C'est toujours des pourcentages, comme tu le dis. Et le pourcentage est soit calculé avec le critère de la FC max, soit avec de la, j'allais dire VO2 max, mais VMA, en fait. Ouais. Qui sont à peu près l'équivalent. Mais oui, comme heureusement, sinon tu aurais un SV1 un peu difficile. Puis... Ouais. Quoi qu'ils ne sont pas si différents. Mais oui. Donc, toc, la suite. Loïc, donc l'exemple, vous voyez là le graphe, c'est moi j'aime bien regarder ce graphe dans statistiques parce qu'on peut voir la répartition des allures, de la fréquence cardiaque, des zones de fréquence cardiaque. Donc, on voit là qu'il y a beaucoup de vert, c'est ce qu'on veut, hein, c'est le fameux 80-20. On veut 80% de vert et 20% de jaune, très grossièrement, parce que c'est pas obligé d'être toujours comme ça. Et on voit qu'il a beaucoup de jaune quand même pour un coureur de son niveau de volume, presque 50% des fois. Ok. Fait que si on compare à moi, là, vous voyez la différence au niveau des proportions, là, c'est énorme. Moi, c'est le jaune, ça représente peut-être entre les plus basses semaines, je dirais 10%, les plus grosses, peut-être 25%. Puis Loïc, il avait un entraînement bien trop difficile et ça expliquait pourquoi il se blessait, pourquoi il était surentraîné, mais sans vraiment s'en rendre compte. Il y avait quelqu'un qui avait posé une question, excusez, j'ai pas vu. La technique protocole de faire 6 à 8 minutes all-out, ça donne... Antoine, je ne suis pas sûr de savoir de quel protocole tu me parles. En gros, il demande si le protocole 6 à 8, j'imagine, minutes all-out, ça marche. Pardon, ouais, Maxime. Non, je disais, pour trouver ta max HR, si tu prends une bonne côte et que tu fais 6 à 8 sprints à fond, est-ce que ça va te donner je avais cru lire quelque part que pour avoir une estimation de ta max HR, tu disais ça. Il faudrait l'essayer. Je connais pas ce protocole, puis avec pas beaucoup de récup. Vraiment sprint, tu redescends tout doucement et en fait tu prends à peu près la moyenne mais il faut vraiment aller à fond, sprint, tu vois, je sais pas, 10-30 secondes, entre 10 et 30 secondes à fond en côte. Ben, ça peut se tenter. Après, dans ce cas-là, il faudrait pas prendre la moyenne, il faudrait vraiment prendre la plus haute valeur observée. Ouais, toujours. D'ailleurs, en parlant de ça, si je peux vous donner un petit conseil de ce que je fais récemment sur ma montre, ce que je fais pendant l'été, c'est que au niveau des écrans qui sont affichés, il y a la fréquence live, la fréquence cardiaque live, ok, c'est quand même important à voir. Il y a la fréquence maximale atteinte pendant cet entraînement. Ça, c'est vraiment cool parce que ça veut dire quel est le max que j'atteins pendant cette séance. Puis, il y a soit le temps, soit les kilomètres. Fait que essayez ça, là, notamment quand vous courez sur tapis ou juste quand il fait trop chaud. Parce que l'idée, c'est vraiment de changer le critère de réussite. Si vous êtes trop dans « il faut que je fasse l'allure alors qu'il fait chaud », je pense que vous vous entraînez pas bien. Si on veut faire une séance SV1 et que vous voulez faire votre SV1 mais qu'il fait chaud, vous allez être SV2 puis vous allez tout décaler vers la droite tout le temps. Puis ça, je le vois tout le temps dans mon club, là.
les gens veulent faire l'allure parce que c'est le seul critère de réussite, mais il faut être un peu plus créatif, un peu plus intelligent quand on s'entraîne à la chaleur aussi. Puis quand vous allez en altitude, pareil, quand il y a du vent, etc. Fait que ça, c'est une grosse erreur, je pense, si elle est répétée. Et Max, ça, je pense que c'est vraiment important d'y insister dessus, c'est que oui, on vous met des allures de référence sur certains intervalles, mais selon les conditions météo, pensez vraiment qu'on peut toujours diminuer la vitesse, et c'est vraiment, je pense, la partie la plus importante et qui va vous permettre de progresser, c'est d'accepter d'être moins rapide, même moins rapide que la cible, pour au final récupérer mieux, pas être tout le temps dans le jaune, être dans du vert quand il faut être dans du vert, et pas monter dans du rouge quand on pourrait en fait rester dans du jaune à la place. Donc ça, c'est vraiment important. Ouais. Puis je pense que si les gens le font pas, c'est peut-être qu'on n'arrive pas assez à expliquer pourquoi c'est important. Puis pour encore préciser ça, pourquoi c'est important, c'est pas grave si vous faites l'erreur pendant une semaine, même pendant 2 semaines. Mais la course à pied, c'est sur des années que vous devenez bon là. Il faut vraiment raisonner comme ça. Fait que si pendant des années vous entraînez trop dur, il y a un moment où ça va plus passer. Ok. Fait que plus vous êtes en contrôle de votre effort, plus vous pouvez augmenter le volume à chaque saison, plus vous pouvez en faire de plus en plus, et c'est cette surcharge progressive saison après saison qui fait que vous devenez meilleur là. C'est pour ça que le volume à vie, volume annuel, c'est un bon prédicteur de performance. C'est pas le seul évidemment, mais c'est vraiment un bon prédicteur. Voilà, c'est un peu ça. Je sais pas si c'est clair, hein, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Fait que ce qu'on a commencé à créer, c'est assez simple en fait. C'est des jog facile à l'AFC, donc ça c'est nouveau. Fait qu'il n'y avait pas le choix de le mettre en kilomètres du coup, parce que si tu mets durée plus FC, on ne sait pas vraiment quantifier le kilométrage par semaine dans Nolio, puis ça on n'aime pas trop. Fait que quoi qu'on pourrait le quantifier en heures, mais on n'a pas l'habitude de le faire, mais on pourrait. Fait que simplement en fait, vous avez un 10 km, puis ça va être adapté à la FC Max, c'est des pourcentages. Donc les pourcentages que je vais utiliser, c'est 62 à 76%. 76%, c'est quand même généreux, donc il ne faut pas le dépasser. Okay. Je sais que pour certains, ça va être difficile, mais je pense que ça va être aussi un bon retour sur Terre sur peut-être qu'il y en a qui joguent trop vite, parce que je sais qu'il y en a qui joguent un peu vite, puis je pense qu'on a mis tout en place là pour que ça arrive moins. Fait que, notamment pour cet été. Donc, je pense que c'est à peu près ça. Je sais pas. Vous avez des questions? Est-ce que vous voulez rajouter des trucs, Eddy, Aurélien, Honorine, Francis? Juste sur ces blocs faciles, faites bien attention parce que je ne sais pas si ça vous le marque vous dans le prévu, mais moi ça me change quand je vous mets par exemple un 10 km ou un 20 km, enfin j'utilise pas mal ce 10 km facile, ça change la vitesse moyenne sur la semaine. Prenez-le pas en compte, intéressez-vous vraiment que c'est 10 km facile, donc peu importe la distance, mon bloc facile, c'est vraiment l'aspect le plus important à prendre en compte. Ouais, c'est vrai. Parce que ça me met des moyennes sur certaines semaines à 3,51 alors que c'est pas du tout ça qu'on cherche. Ouais. Mais ça, c'est vraiment un problème aussi entre ceux qui ont des très grosses VMA et ceux qui ont des moins grosses VMA. Tu sais, le pourcentage, il a une limite aussi, là. OK. J'ajouterais peut-être juste sur l'importance de vraiment respecter encore une fois l'effort selon les conditions météo, comme tu as dit au départ, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Je le vois souvent, des fois c'est un jog facile, puis je regarde la sensation, puis je peux voir, ça peut être quelqu'un a mis la sensation horrible. Là, je regarde le rythme. Des fois, c'est même un petit peu plus rapide que ce qui est prescrit ou exactement ce qui est prescrit. Puis si on prend en considération qu'en France, en ce moment, il fait super chaud, mais tu sais, ça en est la cause pourquoi la sensation du jog a été horrible. Puis souvent, les gens pensent que c'est parce qu'ils ne sont pas en forme en ce moment-là. C'est plutôt que il y a des conditions externes qui font qu'on doit adapter l'entraînement. Puis on n'est pas plus en forme si on ralentit, si on a la difficulté à maintenir l'allure. Il y a certaines raisons hors de notre contrôle qui font que ça peut arriver. Puis au contraire, on ne veut pas ajouter une fatigue supplémentaire. Ouais, bien dit, Francis, je suis bien d'accord. Mais je sais que de toute façon, ça prend du temps à comprendre tout ça. Nous, on va essayer de trouver des nouveaux arguments souvent pour vous convaincre. Je sais qu'une partie d'entre vous est déjà convaincue, une autre est déjà convaincue mais n'arrive pas à le faire, puis une partie n'est pas convaincue et n'arrive pas à le faire. Et qu'il y a tout encore. Puis, Max, quand tu auras terminé avec les questions, il y a un athlète à moi qui aimerait faire un petit mot 2 minutes pour solliciter
faciliter la collaboration des coureurs. Là. Donc, quand tu auras fini. Ok. Parfait. Et un athlète à toi qui est ici aujourd'hui, là? Oui, c'est Quentin qui termine son master, puis il fait une étude auprès des coureurs. Donc, s'il y en a qui voudraient juste participer par le questionnaire, il va l'expliquer vite en 30 secondes. Ok, on peut faire ça juste après. Fait que je sais qu'il y en a qui courent le 10 km Adidas dimanche. Vous êtes 4 ou 5. Enfin, dans mes athlètes, il y en a peut-être Francis aussi, je sais pas. Peut-être de Eddie. J'en ai quelques-uns. La température est autour de 20, 21, je pense. C'est ça qu'on avait vu. J'ai appelé Sarah Laurent. Excuse, t'as pas le bon nom. Fait que c'est pas chaud, mais comme vous l'avez vu, c'est quand même 5 degrés de plus que la température idéale, voire même beaucoup plus si on prend que c'est 10. Fait que partez pas conservateur, mais partez pas un pace trop ambitieux non plus, parce que la chaleur, ça hit d'un coup, là. OK? Puis je dis ça pour ceux qui courent les kilomètres Adidas, mais ça vaut pour toutes les courses dans les prochains mois, là. Fait que faire des courses l'été, c'est pas facile. Fait que prenez bien ça en compte. Ouais. D'ailleurs, j'ai même dit, je pense que c'était avec toi, Stéphane, ou non, c'était avec Samy, je pense, que c'était pas une mauvaise idée de gérer son allure à la fréquence cardiaque quand il fait chaud, notamment pour les marathoniens, mais pour le 10, par exemple, si vous faites, comme je vous ai dit, vous mettez la fréquence cardiaque maximale atteinte pendant l'activité et que vous voyez que vous avez dépassé la fréquence cardiaque normale pour votre 10, au bout de, je sais pas, 3 km, c'est comme un gros red flag que vous n'avez pas tenu à votre course, là. OK? Si vous le savez pas, ça peut être vraiment. Moi, c'est ce que je fais maintenant avec pendant l'été là, pour être sûr. Et c'est ce que j'avais fait pendant ma dernière course. En fait, il faisait très chaud. Donc, ce que j'ai fait jusqu'au 5e kilomètre, je regardais que le cardio. Donc, je m'assurais qu'il ne dépasse pas les 90. Je regardais même pas le mur. Donc, j'allais juste à la fréquence cardiaque. Et après, au-delà du 7e, je ne le supervisais plus. Et bizarrement, j'ai pu faire mieux que j'espérais en entraînement. Ouais, merci. Oui, ça fait du sens. Ok. Hop. Maxime, j'ai une question Moi, il m'est arrivé, en fait, j'avais préparé une course l'année dernière, c'était à la période de octobre. Et du coup, il faisait assez frais à Paris, mais la course, elle était dans le sud de la France, à Nice. Et c'était un moment où il y a eu un pic de chaleur. Et en fait, comment est-ce que tu peux te préparer à ça? Parce que du coup, la seule solution que tu as, à la limite, c'est de faire un peu de salle. Mais je suis arrivé là-bas, il faisait hyper chaud. Et en fait, j'ai complètement explosé pendant la course parce que c'est beaucoup trop chaud, en fait. Et en dehors de réduire la vitesse. Ouais, en fait, tu n'as pas vraiment mis le choix. Soit tu t'adaptes avant et il faut pratiquer dans des conditions semblables, soit tu ralentis. Mais si tu t'adaptes pas, tu n'as pas d'autre choix que de ralentir. Fait que je te dirais que le gym, c'est une très bonne chose. Personnellement, j'aime beaucoup courir sur le tapis dans le gym. Fait que pour moi, c'est pas dur, mais je sais que beaucoup d'entre vous, vous détestez ça, le tapis. Mais il faut le voir comme une nécessité aussi. Si votre course, vous savez qu'il peut faire chaud, là, vous n'avez pas vraiment le choix. Ça me fait penser à une anecdote, là, je ne sais plus auquel championnat du monde, c'était un Anglais qui avait fait un podium ou 4e place au marathon des championnats du monde. Puis le gars avait expliqué qu'il s'était pratiqué pendant des mois dans sa cave en mettant le chauffage à fond, puis il courait régulièrement à 24, 25 degrés. Et c'est comme ça qu'il est allé chercher la place. Alors que sur le papier, le mec avait comme le 10e temps, là, ou je sais plus exactement, peut-être 15e. Fait que vous pouvez vraiment aller gratter, mais c'est pas agréable. Fait qu'on n'a pas envie de le faire, là. Et dans ces cas-là, tu préconises de le faire combien de temps à l'avance? C'est à peu près comme c'est souvent les mêmes protocoles que l'altitude. Là, on aime dire minimum 2-3 semaines, mais pour le vrai, je pense que ça prend un peu plus. Ça dépend en fait combien de fois tu vas par semaine. C'est ça. Mais oui, il faut quand même du temps, là, 2-3 semaines minimum, mais je te dirais plusieurs fois par semaine peut-être. Notamment les sorties longues, tu sais, les sorties longues steady ou faciles. Ça peut être vraiment bien de les faire à la chaleur. Puis en plus, l'avantage, c'est que tu peux avoir ton eau sur toi. Parce qu'on ne veut pas non plus que tu te déshydrates. Tu sais. Fait que si tu fais ça, il faut que tu aies de l'hydratation à disponibilité. Merci.
Puis surtout, d'un point de vue adaptabilité à la chaleur, il faut compter, par exemple, s'il fait chaud dehors, etc., il faut compter au moins 15 jours pour que ton corps s'adapte vraiment à l'environnement extérieur. Donc, c'est vraiment long et c'est problématique dans les deux sens, hein, même s'il fait froid et qu'on s'entraîne au chaud. C'est plus problématique avec le chaud, mais ça a aussi un impact. Ouais, c'est trop froid, je pense que ça apporte d'autres problèmes, peut-être de rigidité musculaire, puis ouais. Loïc, je crois que je sais plus si c'est toi qui parlais. Non, peut-être pas. Ok. Oui. Ouais, c'est juste par rapport justement à ces séances de 10 km faciles, fixées par rapport à la fréquence pour vraiment pas dépasser et rentrer dans une zone qu'on veut pas. Ouais. Est-ce que du coup, lors de séances, donc avec un corps de séance avec des intervalles, on va dire, à allure différente, semi, 10, 5, marathon. Est-ce que du coup, ça vaudrait le coup, peut-être même nous, avant la séance, parce qu'elles sont calquées sur des allures, ces intervalles. Est-ce que du coup, nous, il faudrait pas justement pendant l'été examiner un petit peu ça et voir à peu près dans quelle fréquence cardiaque se trouver pour chacune des séances et pas forcément regarder l'allure. C'est que moi, ça m'a pas mal de fois là. Oui. Bah, tu sais, si je reviens sur. En gros, honnêtement, il faudrait que vous connaissiez ça par cœur. Puis c'est vraiment pas compliqué là. En vrai, limite, il y a il y a presque 2-3 valeurs à connaître. Il faut connaître la valeur d'intersection entre le vert et le jaune. OK. Et la valeur d'intersection entre le jaune et l'orange. S'il y avait 2 valeurs à connaître, ce serait celle-là. Après, c'est bien de connaître. Mais tu sais, il faut vraiment juste connaître la valeur un peu clé. Encore une fois, ça ne veut pas dire que si vous dépassez cette valeur-là, tout l'entraînement est acheté à la poubelle, c'est pas du tout. Ou non, c'est juste globalement. Exact. Si par exemple on dit aujourd'hui on va faire une séance très banale mais très très efficace, 5 x 5 minutes, ok, autour de l'allure semi. Donc on va être dans un travail autour du SV2. Vous savez que vous voulez être à la fin du jaune, ok. Fait qu'il peut y avoir un peu d'orange, mais ça doit être minime. Mais si on dit aujourd'hui, on veut faire, je sais pas, des 1 minute 30, presque VMA, tu sais, sur un pace 3000 ou 5000 au début, on va dire, on peut avoir un peu d'orange, quoique des fois, le cœur n'a pas le temps de monter sur des 1:30. Mais si on dit, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, un 6 km allure 10, bah là, on le sait que sur du continu en plus rapide, on va avoir plus d'orange, ok. Mais je vous dirais que dans notre philosophie de l'entraînement, l'orange, on n'en a pas trop non plus. Tu sais, moi, je crois beaucoup au volume puis à l'intensité contrôlée. Je pense que l'orange est vraiment bon de temps en temps, notamment pour les coureurs aussi de 1500, 3000, 5000. Mais la plupart d'entre vous, vous avez envie de performer sur du 10, sur du semi, sur du marathon. Fait qu'il faut faire un petit peu d'orange, mais pas trop, quoi. Peut-être que j'ai peut-être un truc à rajouter là-dessus. Ouais. Au niveau des pourcentages, justement, en fonction de la FC Max, j'ai lu quelque part qu'en gros, plus tu étais fort, donc plus tu te rapprochais du niveau élite, plus tu étais capable de tenir un haut pourcentage de cette FC Max sur une durée plus longue, quoi. Donc, typiquement, comme Max qui est sur 42, tu fais 2h17. En gros, toi, tu serais capable de tenir les 82% assez facilement. Mais quelqu'un qui va courir en 4 heures, il ne peut pas tenir 82% de sa FC Max sur autant de temps, quoi. Enfin, sur lui, c'est. Non, donc, oui, puis il y a aussi le temps, en fait. Juste parce que je cours 2h17 et que quelqu'un va courir 3 heures. Tu as 100% raison avec ça. Et moi, tu vois, je cours à 89% de ma FC Max sur marathon. Je sais très bien que les gens que je coach, c'est plus autour de 85, 86, 87. Je pense qu'il y a des gens qui tiennent 90 aussi. Fait que tu as totalement raison de souligner ça. Et c'est vrai que plus vous allez devenir fort, moins vous allez courir longtemps. Et en plus vous arrivez à tenir un haut pourcentage. Fait que vous avez un double truc gagnant aussi, là. Ce qui a tendance à cliver aussi le niveau pro et le niveau amateur. Fait que c'est encourageant aussi, là. Vous allez progresser dans les deux sens. Merci pour. Ouais, c'est ça. Pas de souci. Du coup, pas se focaliser sur essayer de choper la branche haute du pourcentage tout de suite en commençant. Ouais, 100%. J'aurais une question. Oui. J'aimerais revenir sur cette fameuse FCM. À quel moment de la préparation est-il mieux de la calculer? Parce que, en fait, moi, personnellement, j'ai du mal à caser une telle séance parce qu'elle est vraiment taxante. Le fait d'atteindre sa fréquence maximale, c'est une séance à part. Et j'ai du mal un peu à lui trouver sa place. Ça n'a pas besoin d'être long. Honnêtement, on te ferait faire un 3000 mètres, enfin, un 6-7 minutes, là. Ou quelque chose de très progressif, genre 20 minutes, où on commence pace
très easy et tu sais, tous les 2 minutes, on va augmenter de 30 secondes par kilomètre. En fait, le but, c'est d'y arriver progressivement parce que si tu pars à bloc, on a le risque que tu te remplisses tellement vite de lactate que tu puisses pas exploiter ton moteur à 100%. C'est ce qu'on voit des fois. Des fois, tu vas faire un intervalle de 400 mètres 10 fois trop vite. Mais si tu regardes ta fréquence cardiaque, tu n'atteins pas du tout ton max. Par contre, physiologiquement, tu as atteint ton max quelque part ailleurs. Et souvent, c'est au niveau du lactate. C'est pour ça que c'est intéressant de le mesurer. Tu sens que ça brûle dans tes bras, dans ton dos, etc. Fait que ce que je te dirais, c'est, moi, ce que je préfère, c'est une séance progressive où on part très easy, après steady, marathon, semi-marathon, 10, 5, 3 et all out sur les dernières 2 minutes. Et là, normalement, tu devrais atteindre ton max. Puis, aussi un dernier truc, c'est que moi, ce qui m'avait motivé à atteindre mon max quand j'ai fait le test, c'est que je voulais connaître mon max. T'sais. Parce que des fois, on trouve pas trop une motivation pour ce genre d'épreuve parce que il n'y a pas vraiment de récompense à la clé. Mais dis-toi que je vais atteindre mon nouveau max. Puis j'avais réussi à gagner une pulse de plus que mon max antérieur. Puis j'avais trouvé ça cool. Fait que voilà, je sais pas si ça peut t'aider. Et moi, ce qui a bien fonctionné avec moi, c'est le va-et-va sur tapis. Donc, je commence à 8 km/h et j'augmente toutes les minutes de 0,5 km/h avec la chaleur et avec l'augmentation de la vitesse. Là, j'étais vraiment à une valeur très proche de ma FCM. Ouais, et après, il faut du repos avant. Je pense qu'il faut du repos avant et après parce que ça laisse des traces quand même. Oui, c'est sûr que quand tu vas à ton max, ça laisse des traces. Et que, comme tu dis, il ne faut pas faire un entraînement la veille et le lendemain, tu fais un jog très facile. Ouais, Antoine. Pour une question sur la chaleur, si tu as le choix en fait de faire de la chaleur ou pas, dans le sens tu peux aller tôt le matin, il fait pas très chaud, ou tu peux aller plus dans l'après-midi où il fait vraiment chaud. Est-ce que pour essayer de t'adapter, tu fais tout l'après-midi, par exemple, ou tu vas faire des jogs faciles le matin, tu vas faire une session l'après-midi, tu fais le long run l'après-midi, est-ce qu'il y a il y a un avantage à choisir un peu ou alors il faut partir sur allez, on essaye de s'acclimater 3 semaines et on fait tout l'après-midi parce qu'on sait qu'on va courir l'après-midi à 25 degrés. C'est une bonne question. Je pense qu'en pratique, souvent, on n'a pas tant le choix de quand on court, mais si tu avais vraiment le choix de pouvoir courir quand tu veux, je te dirais d'y aller quand même au plus facile parce que la température, elle va s'imposer à toi de toute façon. Fait que je pense que de vouloir délibérément choisir des conditions difficiles pour accélérer l'acclimatation, je ne dirais pas que c'est sadomaso, mais je pense que c'est un peu dangereux, honnêtement. Parce que de toute façon, tu vas déjà galérer cet été. Fait que tu vois, pourquoi te mettre encore plus mal? Tu sais, il y a des fois où tu vas voir la météo, puis en fait, au dernier moment, canicule pendant 3 jours. Ça arrive tout le temps l'été. Fait que je te dirais, vas-y, surtout que les conditions seront jamais optimales l'été. À moins que tu t'entraînes à 6 heures du matin puis qu'il fasse 15 degrés, mais pour de vrai, c'est quand même rare l'été. Ça sera jamais optimal. Tu seras toujours au-dessus de ce qui est bon pour le corps humain. Fait que, partant de là, si tu veux faire parce qu'à un moment, tu peux même plus faire ta séance s'il fait trop chaud, là. Ouais. Mais tu veux pas ça non plus. Tu sais, à un moment, si tu dois jogger ta séance, c'est plus très amusant non plus, là. C'est mon avis là-dessus, mais j'ai pas de certitude non plus. Merci. All right. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Profitons. Ça peut être pas rapport avec c'est pas obligé d'être rapport avec la fréquence cardiaque ou la chaleur, là. Ça peut être sur n'importe quoi. Du coup, j'ai une question. Et est-ce que inversement, quand il fait vraiment très très chaud, ça peut être intéressant de courir en salle où il fait souvent plus frais, où c'est climatisé? Moi, c'est ce que je fais personnellement. Je sais que j'aime pas trop scraper mes séances l'été parce que oui, tu as des adaptations. En fait, je pense que moi, l'été, comment je le vois, c'est j'aime faire tous mes jogs à la chaleur parce que c'est basse intensité et que tu vas avoir le meilleur bénéfice avec le minimum de risque. Par contre, tout ce qui est qualité, à vos niveaux, là, il faut courir vite aussi parce qu'il y a un aspect biomécanique qui est important. Puis oui, physiologiquement, vous allez être super en forme en faisant de la basse intensité, mais tu veux aussi avoir un peu de pace rapide, puis peut-être on n'aura pas si fait trop chaud. Ma réponse simple, là, c'est oui, je trouve qu'il y a des bénéfices à aller en gym, c'est climatisé. Puis même mentalement, ça va te faire souffler un peu d'être tous les jours dans le four, là, c'est en juillet-août. Okay. Moi, j'avais vu une question, c'était sur le paramètre de Foster, enfin, la valeur de Foster qui est étudiée dans Nolio. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire en réalité. Ouais, c'est vraiment très simple. En gros, c'est l'unité de temps. Donc, par exemple, tu cours 60 minutes fois la cote d'effort. Fait que 60 minutes fois 8, ça donne la charge Foster. 60 minutes fois 8, je sais pas comment ça fait là. 500 presque, 480. Non. Tu vois ce que je veux dire?
x8, 48. C'est ça. Ok, d'accord, c'est juste comme ça que ça s'est calculé. Okay. Mais c'est vraiment 100%, 100% sensation, en fait, la charge Foster. C'est pour ça que j'aime bien cette métrique. Tu sais, il y a des études qui montrent que la charge subjective, ça corrèle vraiment de près avec des indicateurs objectifs, là, comme fréquence cardiaque, machin et tout. Mais je trouve qu'on reste plus près de l'individu aussi. Mais il y a des biais, on l'a vu tout à l'heure, la personne qui jogue au seuil, mais qui dit que c'est un 3/10, au final, est-ce que c'est une bonne représentation? Fait je pense que c'est au coach d'utiliser la méthode qui est la plus pertinente. À la fin, moi, ce que je trouve le plus pertinent, c'est de vous parler sur Google Meet et de voir juste. Moi, honnêtement, en 5 minutes, souvent, j'arrive à voir si vous êtes fatigué ou pas, en général. Je ne sais pas si c'est vous pareil, les gars, mais ça se voit comme dans l'attitude aussi de la personne. C'est pour ça que j'aime bien aussi parler aux athlètes, là. Puis aussi à vos commentaires sur Nolio. Ceux qui mettent des commentaires sur chaque course. Tu sais, quand tu vois que ça fait 3, 4, 5, 6 jours qu'il y a un peu du négatif, je suis fatigué, j'ai un peu mal là, c'est un bon indicateur que la charge est trop élevée. Fait que, bon, c'était pas trop ta question, mais je me suis permis non, mais c'est intéressant. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Ouais, okay. Il n'y a pas de sujet. Et d'ailleurs, merci à toi, Francis, de m'aider là-dessus, mais il n'y a juste pas d'appel. Je voulais pas dire, mais pour ceux qui doivent y aller, il n'y a aucun problème. À chaque fois, vous pouvez vraiment partir quand vous voulez. Il n'y a pas aucune obligation. Il n'y a rien. D'autres questions? Je pourrais vous dire aussi 2-3 trucs que je voulais implémenter, comme ça, ce sera fait. J'avais une idée, c'était d'offrir un peu plus de services externes, c'est-à-dire de faire des collaborations, par exemple, avec Marc-Antoine, qui pourrait faire des plans de muscu, parce que moi, je suis pas habilité à le faire, parce que je sais que c'est une demande. Je pourrais avoir des collaborations avec une nutritionniste ou un nutritionniste qui pourrait avoir une consultation pour voir si vous faites les choses bien, pour évaluer vos connaissances de base. Il pourrait avoir des consultations de prépa mentale / psychologique qui sont très intéressantes pour le marathon, notamment, parce que vous êtes seul pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, fait que le mental a une place importante, même pour les autres distances aussi. Puis je pense que j'en ai oublié un, préparateur physique, nutrition, préparation mentale. Kiné. Kiné. Ouais, un kiné. Fait que c'est une idée que j'ai eue parce qu'en fait, l'idée que ce serait que ça simplifie. Par exemple, vous avez un bobo, si vous n'avez pas un professionnel de la santé dans votre entourage ou proche, des fois, on fait juste ne pas y aller ou retarder le processus. Si vous pouviez prendre un rendez-vous directement sur le site, il faudrait voir comment on pourrait le faire, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça vous semble intéressant ou pas trop? Parce que ça serait quand même un gros projet. Fait que si vous avez l'impression que c'est pas nécessaire, vous levez la main pour dire oui ou à Paris, en France, je sais pas, on a un équivalent qui s'appelle Doctissimo, qui est une plateforme qui met à disposition vraiment toutes les spécialités possibles et imaginables en quelques secondes. Ouais. Ça existe à l'extérieur de la France. Hein. Et encore une fois, j'habite à Paris. Paris, donc les rendez-vous, c'est très simple et très rapide. C'est très simple à Paris, ok. Et c'est très rapide. Paris en France. Donc du coup, après, je peux pas me prononcer pour le reste de la France. Et pour Paris, c'est vraiment simple. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, il y a prendre un rendez-vous, puis être sûr qu'un professionnel est compétent. T'sais, mettons, si demain, tu veux un plan de muscu spécifique pour la course, est-ce que sur Doctissimo, tu vas pouvoir, Doctolib, tu vas pouvoir... Surtout quand on a quelqu'un qui travaille à Doctolib, si j'avais oublié, c'est Olivier. Ouais, c'est ça. C'est ça, Olivier, ou pas? Je me trompe c'est pas. Ça, mais c'est marrant, la blague avec des collègues, il y a des gens dont leur famille peut à chaque fois leur poser la question, mais alors, comment ça va, je suis Doctissimo? Ouais, je sais. Est-ce que c'est l'ancien nom ou c'est un autre plateforme d'avant? Mais je sais pas pourquoi, les gens ont tendance à comprendre. Ah là là là. Okay. C'est aussi un truc que je fais. Fait que, oui, je connais Doctolib, Pierre, parce que d'ailleurs, moi, je suis français, je sais pas si ça s'entend à ma voix, là, mais fait que je connais la plateforme, mais c'est vrai que pour l'avoir utilisé, j'ai l'impression que c'est quand même très axé médecin généraliste ou médecine dans ce sens-là, mais moins que coaching sportif ou préparation mentale ou ce genre de trucs. Moi, je sais que je regarde dans les spécialités du docteur. En fait, ils ont un petit descriptif avec tous les diplômes qu'ils ont. Il faut regarder s'ils ont eu des DU en spécialité du sport ou quoi. Et là, ça peut être intéressant. Mais effectivement, si tu prends juste un médecin random, effectivement, ce ne sera pas un médecin. Oui. J'avais pas eu des super expériences avec les médecins du sport, comme vous le savez, notamment avec le fer. Genre, toutes les 2-3 semaines, j'ai un athlète qui me dit qu'il s'est fait refuser une prise de sang, que son médecin lui a dit que c'était correct, puis en fait, c'était pas correct. Fait que
sans du tout dire que les médecins sont pas compétents. Je pense qu'ils sont pas toujours très spécialisés sur notre discipline qui est la course de distance là. Fait que, en tout cas, c'est noté, Pierre, mais c'était plus dans l'idée de faire des collabs. Comme on aurait un préparateur physique pour l'équipe. Je pense que là-dessus, c'est vraiment important. Pour le coup, d'avoir une shortlist de médecins qui nous connaissent dans un sens où voilà, on est quand même sur des athlètes qui s'entraînent de manière très très régulière avec des hauts volumes. C'est ça. On commence pas par dire tout simplement vous courez combien de fois par semaine, quoi. La plupart des gens ici ils sont à plus de 50 voire 30 bornes par semaine. C'est déjà une grande spécificité de la course à pied en France. Donc oui, je pense que là, c'est important. C'est ça. C'est pour ça que je veux, puis notamment la muscu. Moi, j'y crois à la muscu. Tu sais, j'ai jamais eu trop le temps de le faire, mais là, cette saison, je reprends vraiment avec Marc-Antoine, justement, qui me fait un plan. Puis, tu sais, moi, je prends du plaisir aussi. Mais je suis pas fan que les coureurs fassent leur propre plan de muscu s'ils n'ont pas de connaissances là-dedans. Et encore moins s'ils veulent lever des charges lourdes. Je recommande vraiment pas de le faire tout seul sans avoir la bonne technique. Fait que c'est pour ça que je trouve que des fois, il faut se faire accompagner aussi, là. Fait qu'en plus, Marc-Antoine, il pourrait faire des évaluations en visio, ce qui est quand même vachement avantageux. Et après, donner un plan personnalisé. Mais c'est juste savoir s'il y a une demande. Parce que si demain, je fais cette collab puis qu'il y a 0 personne qui demande à Marc-Antoine, parce que ça serait pas pris en charge, ce serait directement à payer à Marc-Antoine. Fait que je sais pas. Moi, là-dessus, Maxime. Vas-y, pardon. Je pense qu'un partenariat avec des professionnels de sport, de santé, donc ce serait pas mal. Donc entre nous et ces professionnels-là. Ok. Bah, c'était un peu pour vous sonder, ouais, Florian. Je sais pas si c'était Florian. Là-dessus, sur la musculation notamment, je trouve que c'est quand même hyper intéressant parce que, quand tu veux t'y mettre, etc., ou que tu pratiques depuis même un certain temps, tu sais pas forcément quel exo est adapté pour toi en tant que coureur, etc. Et du coup, tu vas tenter des trucs, mais tu fais pas forcément ce qui est le plus efficace. Puis même, je pense que tu as une périodisation à avoir en fonction de où tu en es dans ton entraînement. Et ça, si tu n'as pas de connaissances, c'est impossible à mettre en place, en fait. 100%. Bah, en fait, c'est pour ça aussi, tu vois. C'est parce que il y a une vidéo de Sweat Elite récemment qui est parue sur Cam Levins. Cam Levins, c'est celui qui a battu le record canadien et nord-américain du marathon en 2h05. Et il montre un peu comment il se prépare musculairement. Puis, tu sais, il voit son programme, c'est 100% personnalisé. C'est pas en mode fais juste des squats, non. Tu sais, des fois, il y a le côté gauche qu'il faut plus renforcer. Des fois, c'est le côté droit. Des fois, c'est vraiment de la proprioception de cheville, pardon. Des fois, c'est fessier qui est pas engagé. Il y a 1000 trucs là. Puis il y a qu'un professionnel qui peut faire cette analyse-là. Parce que vous n'avez pas tant de temps que ça, il faut aller droit au but. Puis tu peux faire en 30 minutes 2 fois par semaine, tu peux vraiment faire des gros gains. Mais si tu fais 30 minutes d'exercice que tu as trouvé dans le jogging international, c'est peut-être bien, mais c'est peut-être pas bien aussi pour toi. Fait que je suis quand même très féru de personnalisation. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de s'exprimer là-dessus? Après, on va pas trop traîner pour laisser la place à la personne qui voulait parler. Ouais. J'ai juste une petite question. Marc-Antoine, c'est de la muscu au poids du corps ou faut forcément du matos? Non, il fait tout. En vrai, il est hyper flexible. Moi, je lui avais dit, je ne veux pas faire plus d'1 heure par semaine. J'ai accès à un gym. Enfin, toi, tu lui dis, voilà. Après, il m'a fait, j'étais en visio, donc il m'a dit, vas-y, fais 5 pompes. Après, il prenait des notes. Ok, maintenant, tu fais ça. Il m'a évalué un peu mon tonus musculaire général, puis il a fait d'autres trucs, je ne sais pas exactement. Et après, il m'a envoyé un plan. Et moi, je fais le plan. Et après, je peux me filmer de temps en temps pour avoir du feedback. Enfin, en vrai, c'est vraiment simple, là, mais c'est personnalisé. Ouais, si tu dis que tu peux pas avoir accès à un gym et tu n'as pas accès du coup à un rack à squat et tout, tu as un truc 100% poids du corps. Mais avec le poids du corps, tu peux la plupart des clients font juste du poids du corps. Là. Tu peux aller aux Olympiques au poids du corps, là, si ça peut vous rassurer. Très cool. Du coup, je pense que ça peut être très intéressant. Ouais. Nutritionniste, pareil, j'ai commencé à en voir une à Bordeaux et elle m'a appris énormément de trucs. Pourtant, je pensais connaître un minimum et finalement, je me suis rendu compte que Mais plus pour l'éducation, parce que le problème de la nutrition, comme je le vois d'avoir une nutritionniste, c'est que des fois, les gens qui vont voir une nutritionniste, c'est les gens qui ont le plus de problèmes avec la nutrition et ça devient encore plus un problème et plus au centre de l'attention. Des fois, il y a des gens qui vont voir des nutritionnistes qui devraient aller voir des psychologues. Fait que c'est pour ça que je veux aussi proposer de la psychologie. Putain, je le sais parce que je suis passé par ces périodes-là aussi. Fait que le but, c'est pas de dire, l'alimentation, c'est vraiment super important, il faut vraiment manger que des brocolis. C'est vraiment d'éduquer les gens sur c'est quoi les macronutriments, comment périodiser ses repas, comment aussi relax, chill out avec la bouffe, tout ça. Fait que si ça pouvait être même une psychologue nutritionniste, ce serait vraiment le top parce que je pense que les deux sont très. Ouais, exact.
Voilà. Ok, ça fait déjà 55 minutes. Sauf si quelqu'un a un truc à dire, maintenant c'est possible. Sinon, Francis, je te laisserai la parole. Je vais laisser Quentin se présenter rapidement.